Bonjour. Alors, moi, j'interviens un petit peu dans un cadre différent, on va dire, de ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que bon, je suis neuroatypique. Mais on m'a dit que je suis neuroatypique atypique, ce qui ne fait pas de moi un neurotypique. Euh, Déjà, point de départ, je suis maître de conférence en physique théorique. Bon, je travaille beaucoup sur la cosmologie, la physique des particules, les trous noirs. Donc, apparemment, ça fait déjà de moi un neuroatypique. Donc, je fais partie de l'université Lyon 1, je travaille à l'Institut de physique des doses infinies de Lyon et au CNRS, et donc je collabore avec des personnes de iMind, le centre d'excellence autisme de Lyon. Et donc, je viens parler ici de mon expérience, en fait, de l'attachement. Alors, je suis obligé de parler de physique. Alors, l'attachement, en fait, quand on fait des études, on le voit dans les molécules, on le voit dans la gravitation, c'est-à-dire comment, en fait, les objets sont liés entre eux, en fait. C'est tout ce qui est lié, physique. Il y a beaucoup de choses. Vous avez certainement vu des graphes comme celui-là, en fait, qui présentent un potentiel de liaison en fonction de la distance. Et en fait, quand vous analysez les choses, vous pouvez vous dire que quand vous regardez les interactions entre deux systèmes, il y a des composantes attractives et des composantes répulsives. Et en fait, pour analyser le tout, vous devez sommer le tout. Vous devez considérer tout en même temps. Et vous dites, vous avez un état lié si jamais vous avez une énergie, en fait, qui permet une stabilité, etc. Et quand vous analysez les systèmes, pour tout système, vous pouvez créer des liaisons qui sont stables, des liaisons qui sont instables, c'est-à-dire finalement tout le système va se casser, et vous avez des liaisons qui sont métastables, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir une stabilité pendant un temps et qui va partir, en fait. Alors, dans les systèmes réels, ces choses-là qui sont très simples, ça marche très bien quand on parle de deux particules ou de deux planètes. Quand on prend des systèmes complexes, bien entendu, c'est compliqué. Donc les questions de stabilité, ça peut dépendre vraiment du temps, la stabilité peut se perdre, etc. Donc moi, quand je pense à la théorie de l'attraction humaine, en fait, je vois ça dans ma tête. Mais bon, revenons donc à ce qui nous intéresse ici, donc l'attachement, la théorie de l'attachement. Alors, personnellement, en tant que physicien, je parlerai de modèle de l'attachement, de même que je ne parle pas de théorie du Big Bang, mais de modèle du Big Bang. Si vous voulez des détails, on reviendra dessus plus tard. Bon, les théories de l'attachement, donc ça s'est développé finalement depuis... Enfin, on en parle depuis très longtemps, mais disons que la modélisation n'existe depuis pas si longtemps que ça. Donc, il y avait Mary Ainsworth qui a parlé des schèmes d'attachement, en fait, avec sécure ou insécure, comme on vient de le dire. Et puis, il y a John Bowlby qui a parlé, qui a mis, on va dire, en place vraiment la théorie de l'attachement telle qu'on la conçoit aujourd'hui, avec l'idée des modèles internes opérants, avec ce qui vient d'être un peu discuté avec la différence entre bonding et attachement, la question du modèle de soi et du modèle de l'autre, en fait, qui sont mis en relation. Ça a d'abord été fait pour les enfants, puis ça a été étendu aux adultes, et aujourd'hui, donc, on a tendance à voir un peu les choses comme ça. Donc, quand on considère les enfants, et aussi les adultes au final, on a 4 types d'attachement, l'attachement sécure, l'attachement insécure qu'on va séparer en évitant et anxieux, ambivalent, et un attachement désorganisé. Et en fait, pour définir comment, finalement, quel type d'attachement on a, il faut considérer à la fois le comportement de l'enfant et le comportement de sa figure de soin, en fait. Donc, le sécure est obtenu, finalement, quand vous avez une collaboration entre l'enfant et la figure de soin, donc il faut de l'empathie, de la chaleur, etc. Et moins les comportements vont être en adéquation, et plus vous allez vers des modèles insécures. Donc, après, on dit sécure, c'est peut-être à peu près une 50% de la population. Insécure, finalement, c'est le reste, etc. Alors, ce type d'attachement, il trouve une continuité chez l'adulte, c'est-à-dire l'expérience mène finalement assez peu à des grandes modifications des comportements arrivés chez l'adulte. Donc on a le même type de questions au niveau attachement, donc sécure et insécure, donc évitant, anxieux, désorganisé.
Alors, ce qui va changer au niveau de l'adulte, c'est qu'il y a un apprentissage des relations qui s'est fait tout au long de la vie, et ça va jouer énormément au niveau de la confiance en soi, ou de la non-confiance en soi, de la dépendance affective, émotionnelle, ou complètement des instabilités. Donc c'est la colonne que vous voyez au milieu. Et donc ça va engendrer des comportements, des stratégies au niveau comportemental qui vont aller finalement de quelque chose qui est sécure dans les relations donc, avec les amis, la famille, ses enfants. Donc d'une, on va dire, bonne régulation du stress jusqu'à finalement des comportements complètement contradictoires qui, si on parle justement d'un parent envers l'enfant, peut à leur tour générer en fait de l'insécurité. Alors, la neurobiologie de l'attachement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en fait, donc, finalement, une grande partie du cerveau est complètement mobilisée dans tout ce qui est l'attachement. Et donc, il y a énormément de neurotransmetteurs, de neurohormones, en fait, qui vont être mobilisés dans tous les circuits. Bon, je ne vais pas les passer en revue. Mon but, c'est aussi de parler un peu de mon expérience, donc je laisse ça un peu de côté. Alors, maintenant, la question que j'étais censé traiter, c'était les atypicités. Alors, quand on pense à atypicité, on pense à troubles du neurodéveloppement. Donc, bon, les troubles du neurodéveloppement, c'est le TSA, le TDAH, TDI, les 10 quelque chose. Et moi, je me suis permis de rajouter quelque chose, des autres troubles, qui ne sont pas obligatoirement considérés aujourd'hui dans le DSM-5, etc., mais qui pourraient quand même avoir des troubles. Donc, c'est par exemple sur le fonctionnement de la mémoire en fait, des personnes, ça peut avoir des choses comme ça. Et on parle souvent des hypersensorialités, etc., bizarrement, il y a des questions d'hypercapacité qui peuvent créer des décalages problématiques et créer aussi des troubles. Mais bon. Donc, bon, vous connaissez tous à peu près les distinctions de ces différentes catégories. Quand on parle du trouble du spectre autistique, on parle d'anomalie de la connectivité fonctionnelle. Bon, il y a souvent le problème lié aux théories de l'esprit qui intervient. Et ce qu'on remarque en fait quand on étudie donc, les neurotransmetteurs, hormones en fait, bon, des personnes avec autisme, c'est qu'on peut avoir des perturbations dans les cycles de l'ocytocine, la sérotonine, la mélatonine, des GABA, des glutamates, etc. Finalement, vous pouvez avoir des perturbations quasiment avec tous les neurotransmetteurs. Alors perturbations par rapport à une personne standard, c'est-à-dire bon, j'en rediscute juste après. En tout cas, voilà les spécificités. Ça touche finalement à tout le système de l'attachement. Vous avez les troubles de l'attention avec sans hyperactivité. Donc là encore, vous pouvez voir des anomalies, en particulier pour la dopamine, des troubles attentionnels, de l'impulsivité qui peuvent compliquer les relations sociales, etc. Troubles du développement intellectuel, bon, par définition, c'est censé être lié à des limitations des fonctions intellectuelles qui peuvent empêcher le développement de comportements adaptatifs et même générer des difficultés de communication. En fait, là encore, donc, on est toujours dans les difficultés dans les interactions sociales. Alors, je les ai mis à part, les troubles liés aux hyper- et hyposensorialités, parce que souvent, on met ça avec l'autisme, mais on pourrait les séparer et voir ça comme quelque chose d'un un peu indépendant. En fait, on va perturber, à cause de ces sensorialités modifiées, tout le circuit de la sérotonine et de la dopamine, avec des modifications de la réactivité par rapport aux stimuli donc externes et internes, c'est-à-dire sensoriels et émotionnels en général, et des différences de perception qui peuvent, là encore, venir perturber les relations sociales. Donc, vous pouvez vous dire que quand on essaye de comprendre les différences au niveau de l'attachement entre les personnes atypiques, neuroatypiques et neurotypiques, bon, on va essayer de comparer finalement une personne sans TND avec une personne avec TND.
Donc, en règle générale, on voit qu'il y a des problèmes dans les interactions sociales pour les personnes qui sont touchées par des troubles du neurodéveloppement, que ce soit directement sur la réactivité sociale ou même la cognition sociale, un peu l'anatomie, etc. Donc, le mot qui revient souvent, c'est théorie de l'esprit. Je le mets en gras parce qu'en fait, c'est pas empathie. Si vous voulez en discuter, c'est possible. J'ai pas tellement de temps maintenant. Mais disons qu'on peut manquer de théorie de l'esprit et avoir de l'empathie. Donc, et inversement. Alors, moi, pour mon expérience personnelle, j'ai un TSA diagnostiqué depuis 3 ans. Un TSA au féminin. Désolé. J'ai un TDAH diagnostiqué, je suis dyspraxique. J'ai testé beaucoup de choses, hein, comme vous le voyez. Ma vie est différente. Voilà. Alors, on parle de troubles parce que ça génère des problèmes importants sur la vie. Mais en fait, en soi, la neuroatypie, à la base, c'est pas vraiment un trouble. Mais la neuroatypie peut mener à des troubles. En fait, le problème avec les cas complexes, comme le mien finalement, c'est que quand vous sommez des neuroatypies, vous avez des compensations, vous avez des choses bizarres qui peuvent se passer, vous avez l'excitation de l'hyperactivité et la peur de l'autisme, des relations sociales. Vous avez, bref, des choses en fait qui ont l'air de s'opposer. Donc, ça rend en fait les diagnostics compliqués. Les critères diagnostiques sont un peu ad hoc. Par moments, ils sont mal définis. Et en fait, on a aussi une très grande difficulté pour ce qui est de définir ce qu'est une norme, en fait. C'est-à-dire quelle est l'homogénéité déjà des groupes qu'on crée et comment on compare une personne au groupe dans lequel il est. Et quand on parle des TND, des troubles, en fait, on parle de personnes qui sont venues en consultation, en diagnostic, parce qu'ils rencontrent en fait des troubles. Des choses qui les gênent vraiment fortement au quotidien. Donc il y a une très grande influence de l'environnement, et vous pouvez imaginer en fait qu'il existe des personnes neuroatypiques qui sont dans un environnement qui leur est favorable et qui n'ont pas besoin en fait de venir consulter pour des troubles. Pourtant, ils sont neuroatypiques, ils peuvent très bien même être beaucoup plus neuroatypiques que des personnes avec des troubles. Donc en fait, ce qu'est le neuroatypisme, c'est quelque chose de compliqué. Parce que pour moi, l'atypisme, c'est vraiment une sorte de variable continue. C'est vraiment un spectre, mais un spectre qui va de la normalité ou du neurotypisme jusqu'à l'atypisme le plus complet. Donc, c'est vrai qu'au niveau des mots, on parle d'atypisme quand on parle d'un fonctionnement qui est différent de la majorité. Mais le problème encore, qu'est-ce que la majorité? Là encore, on est assez mal défini. Donc, chacun d'entre vous est l'atypique de quelqu'un, mais pas obligatoirement de groupe. Alors, là-dedans, l'attachement neuroatypique. Alors, j'ai une casquette de plus à mon arc, même si elles n'ont pas de casquette d'habitude. C'est qu'en fait, je suis père d'une fille de 10 ans qui a un TSA et TDAH. Voilà. Donc, je vois l'attachement de différentes manières. Je vois ce qui me concerne, ce qui la concerne. Je vois les choses peut-être, disons, de différentes manières. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'attachement, c'est vraiment le lien entre des personnes. Ce n'est pas des liens entre une personne et un groupe social important. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est autiste, on parle de quelqu'un qui a des problèmes pour s'insérer dans des groupes sociaux, souvent. Mais ça ne veut pas dire que les difficultés avec des groupes sociaux correspondent à des difficultés avec une personne en particulier, par exemple un parent. Donc, l'attachement n'est pas relié directement aux atypies de cette manière-là. Par contre, il est possiblement impacté par les atypies. Et on peut quand même voir des choses assez particulières qui se passent dans le cas des familles dans lesquelles il y a un parent biologique et un enfant. C'est que comme on pense quand même que beaucoup des anomalies, des troubles du neurodéveloppement, en fait, ont des causes génétiques, il y a des chances qu'il y a un parent qui puisse être neuroatypique avec un enfant neuroatypique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc,
Bon, ici, je parle de 3 cas. Si vous avez un enfant neuroatypique avec un parent neurotypique, il y a quand même d'assez grands risques d'incompréhension mutuelle et des risques d'inquiétude pour les parents. Donc, en ce qui me concerne, je pense que j'ai été dans cette situation-là. Après, vous pouvez avoir un enfant neurotypique et un parent neuroatypique. Là encore, ça peut créer des problèmes. Toujours question d'incompréhension mutuelle. Et l'enfant peut très bien rejeter en fait son parent à cause de sa différence par rapport au reste de l'environnement social. Et vous avez le cas où il y a un enfant neuroatypique et un parent neuroatypique. Alors là, vous pouvez avoir 2 cas. Vous vous dites soit les neuroatypismes sont complètement différents. Et je ne vais pas vraiment rentrer dans cette idée-là, parce que finalement, quand on pense à la génétique, on pense plutôt à neurosimilarité. Donc, il y a des chances que les atypies puissent se ressembler. Et donc, il peut y avoir une compréhension, une synergie qui permet plus de sécurité dans les relations. Il peut y avoir transmission des expériences du parent à l'enfant, mais ça peut aussi être des expériences négatives, pas que positives. Donc, ça peut générer de nouveaux problèmes. Et par contre, vu de l'extérieur, par un observateur neurotypique, il se peut que la manière dont la relation entre le parent et l'enfant se déroule puisse être tellement déroutante qu'on croit que c'est complètement insécure comme type d'attachement, alors qu'en réalité, il y a une sécurité. Mais un enfant qui aurait une hypersensorialité tactile, qui refuserait d'être touché, clairement... les relations doivent se passer différemment en fait, avec le parent. Il faut que ça soit pris en compte. Alors, ce qu'on peut quand même dire par rapport à ce que je disais sur la partie neurobiologique, c'est quand même quand on prend les personnes avec cette fois troubles du neurodéveloppement, on a remarqué pas mal de différences au niveau des neurotransmetteurs, voire des différences physiologiques. Quand même assez souvent des différences infimes, mais suffisantes pour avoir quelque chose de différent. Donc, à partir du moment où on touche aux neurotransmetteurs, on va toucher directement au mécanisme en fait, de l'attachement. Et donc, l'attachement, ou le mécanisme, en fait, les mécanismes de l'attachement peuvent, mais ce n'est pas sûr, être atypiques, eux aussi. Donc, oui, c'est ce que j'ai écrit là. Un attachement sécure peut prendre des formes très différentes, donc avec peu d'interaction physique ou peu de communication, mais une grande compréhension, une grande complicité. Et de même, ce qu'on appelle un attachement sécure typique, si vous prenez le comportement d'un parent, très tactile, très entourant, ça pourrait très bien être insupportable pour l'enfant. Et inversement. Donc, il y a des risques d'instabilité et de développement de troubles dans ce cas-là. Alors, juste, je comptais parler un peu de la question de complicité et de réciprocité. Donc, les différences neurodéveloppementales ne sont pas directement liées à l'attachement, comme je le disais juste avant. Par contre, l'attachement, c'est quand même lié aux capacités d'adaptation et de l'empathie des personnes qui sont liées entre elles. Donc, il y a les capacités d'accepter l'autre, alors dans le sens autre de altérité, de la différence en fait. La capacité de compréhension de l'autre, qui serait de l'empathie, et la possibilité de mettre en place une réciprocité ou mieux une complicité. Alors la complicité, pour moi, c'est l'humour, le partage d'intérêts, etc. Quand on parle personne avec autisme et d'intérêts restreints, ça peut être compliqué pour une personne qui n'a pas ses intérêts restreints. Alors, bon, là, j'ai fait de l'humour autiste. Vous avez peut-être entendu cette petite phrase. Donc un non-autiste parle avec un autiste. Il dit donc, alors, pour moi, un autiste, c'est quelqu'un qui prend tout littéralement. Et l'autiste répond, non, ça, c'est un kleptomane. Alors ça, c'est pas de l'humour autiste. C'est de l'humour, peut-être par les autistes, pour les non-autistes. L'humour autiste, c'est plutôt ça. Le non-autiste dit, un kleptomane, c'est quelqu'un qui prend tout littéralement. Et l'autiste va répondre, non, ça, c'est un autiste. Mais pour pouvoir avoir ce deuxième type d'humour, vous devez avoir une complicité très forte entre les deux personnes. Vous devez comprendre qu'elles doivent être liées et connaître déjà la première phrase pour être capable de rebondir dessus. C'est-à-dire, on dit souvent que les autistes prennent tout au premier degré, etc.
c'est possible. Ils sont peut-être kleptomanes, hein, d'ailleurs, ça n'empêche pas. Mais en fait, l'humour, et donc la complicité, puisque c'est en rapport avec ça, le rire, peut être vraiment fortement lié à la manière, en fait, dont vous avez envie de vous approcher de l'autre. C'est vrai pour les personnes autistes comme pour les personnes non autistes. Donc, on peut toujours faire, en fait, l'effort de comprendre l'humour de l'autre et de jouer avec. Alors, bon, pour conclure, l'attachement, c'est avant tout donc un construire relationnel et biologique avec des individus qui va être influencé par des développements et des expériences et qui peut être, ou non d'ailleurs, influencé par des troubles psychiques ou des troubles physiques d'ailleurs. Donc il peut être ou non impacté par les neuroatypicités. Ce qui est le point peut-être le plus important là-dedans, c'est la notion d'environnement. Alors environnement social, environnement économique, bon, peu importe, vous mettez dans environnement beaucoup de mots, sauf l'environnement, c'est la nature, etc. Mais encore, ça peut jouer. Cet environnement, il peut influencer aussi bien en fait les relations d'attachement que les troubles liés à l'atypisme. Et donc, il est d'une importance éthique d'éviter déjà de pathologiser les différences relationnelles. Et ensuite, quand on essaye d'évaluer les styles d'attachement, quand on essaye d'aider, il va falloir faire quand même très attention au contexte neurodéveloppemental des différents individus qui sont là-dedans. Bon, voilà pour cette conclusion rapide.